on va commencer notre réunion de présentation là sur la campagne Sphinx. Donc, en principe, tout le monde me connaît, mais pour la forme quand même. Donc, Alexandra Vassonneau, donc conseillère départementale à la CAF de Loire-Atlantique. Et donc, je suis accompagnée de Vincent. Vincent Robin, je suis conseiller technique de territoire. Alors, on va vous présenter cet après-midi, je suis allée un peu trop vite, le bilan d'activité 2024 des relais et vous présenter donc la campagne questionnaire Sphinx pour l'activité 2025. Des petits problèmes techniques, mais je vais y arriver. Alors, côté pratique, donc là, les caméras sont coupées et en principe, tous les micros sont coupés. Vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou lever la main pour poser les questions au fil de l'eau. Et donc, ce webinaire, il est enregistré et donc on enverra le support de présentation et le replay très, très rapidement. Sur le bilan d'activité. C'est là que j'interviens. C'est là que tu interviens. On va pas forcément tout lire, mais là, c'est se dire que globalement, il y a un recul conjoint de l'offre et de la demande d'accueil individuel en 2024, donc à la fois diminution de la demande et diminution aussi de l'offre. Il y a une baisse de démographie qui est plus marquée localement. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail non plus. Et puis une diminution significative de l'offre d'accueil individuel, mais ça, c'est la tendance depuis déjà au moins 2020. On avait 36 091 assistantes maternelles en 2020 et on en a ou places, oui, et 28 647 en 2024. Mais ça correspond à la tendance aussi nationale. Forcément, quand on parle de plus haut, la diminution est quand même conséquente. Et ouais, oui, ce qui est intéressant de pointer sur cette diapo, c'est que notre diminution pour la Loire-Atlantique, elle est plus marquée puisqu'on baisse de 6,5%, alors que dans le même temps, au niveau national, ils ont une baisse de 4,8% du nombre d'asthmates sur leur territoire. Et sans doute le fait que nous, on part avec beaucoup plus d'assistantes maternelles, on est quoi, le deuxième département. Et il y a un taux d'équipement qui est encore favorable avec 14,3 assistantes maternelles en activité pour 100 enfants de moins de 3 ans contre 10,7 en France. Et on rejoint sans doute progressivement la moyenne nationale. Oui. Oui. Donc ça, c'est pour donner le contexte sur notre département. Donc, on a toujours une très bonne couverture en fait au niveau des relais petite enfance, puisqu'on a toujours la même couverture que l'année précédente. Donc, on a 64 relais pour 102 ETP d'animateurs de relais. Donc, 100% de nos communes de plus de 10 000 habitants sont couvertes par un relais petite enfance. Et nous avons toujours les 4 communes non couvertes qui restent donc le Croisic, Basse-sur-Mer et le Pouliguen et Montrelais de l'autre côté du département. Alors, sur l'évolution des ETP, donc comme vous pouvez le constater, donc ça c'est la courbe bleu foncé, on est sur l'évolution du nombre de RPE. Là, c'est l'évolution des ETP en Loire-Atlantique. Donc, on considère qu'on a une stabilité en fait des ETP depuis 3 ans où on est aux alentours de 102 ETP sur le département. Et par rapport à l'indicateur que nous fixe notre convention d'objectifs et de gestion, nous sommes au niveau attendu par cette préconisation nationale, puisque en 2024, nous devions avoir un ETP pour 61 assistantes maternelles, et donc nous, on avait un ETP pour 59 assistants maternels en moyenne sur le département. Pour rappel, pour 2026, c'est un ETP pour 58 assistantes maternelles. Là, on vous présente un graphique qui est une nouveauté. Qui nous paraissait intéressant. C'était vous présenter en fait le poids de l'accueil individuel et puis de vos missions par rapport au poids des structures d'accueil du jeune enfant, enfin, la JE, les missions d'accueil du jeune enfant, les crèches.
Et sur la première ligne, en fait, en Loire-Atlantique, on a donc 64 relais de petite enfance pour 123 animatrices de relais. Et en parallèle, on a 290 EAJE, crèches, sur le département. 290, ça fait 300, mais ça fait pas. Il doit y avoir un micro qui doit être ouvert si vous voulez fermer, enfin vérifier que vos micros sont bien fermés. Et sur la deuxième ligne, par rapport au personnel, là on voulait aussi faire le parallèle entre le nombre d'assistantes maternelles actives, donc on a 6078 assistantes maternelles, c'est pour mesurer en fait le poids de l'accompagnement des relais petite enfance. Vous avez en face 6078 assistantes maternelles, alors que côté établissement d'accueil du jeune enfant, ça concerne 2936 équivalents temps plein. Et sur la dernière ligne, c'est le nombre d'enfants accueillis. Ça, c'est une donnée qu'on peut avoir dans un observatoire. Donc là, on est quasiment sur une équivalence. On a un peu plus de 20 000 enfants accueillis chez les assistantes maternelles et on en a 19 967 accueillis dans les structures d'accueil de l'enfant. Après, en sachant qu'un enfant, il peut être accueilli à la fois chez une assistante maternelle et puis aussi en accueil collectif. Mais c'était intéressant de vous montrer en fait que à la fois vous touchez plus de professionnels et globalement, en fait, l'accueil collectif et l'accueil individuel ils représentent le même nombre d'enfants accueillis. On n'a pas le nombre d'heures, mais c'est plutôt intéressant d'avoir cet élément-là. Et on se disait que peut-être que parfois, pour donner plus de poids plus de reconnaissance sur votre activité au niveau local, peut-être que ça peut être intéressant en fait pour vous de pouvoir vous appuyer aussi sur ce type de présentation auprès de vos élus, par exemple, sur vos territoires. Alors, on va passer, s'il n'y a pas de questions, à la partie fonctionnement et moyens des relais petite enfance en 2024. N'hésitez pas, hein. Alors, sur les relais, donc on a, comparativement au niveau national, nous, on a des animateurs de relais qui sont plus stables, en fait, au niveau des relais et qui ont un profil majoritairement EJE et donc sont souvent seuls en poste. Alors, quand on regarde les différents graphiques, j'essaie de garder toujours à peu près le même code couleur quand on est sur des graphiques sous ce format-là. Le bleu foncé, ce sera la France et le bleu clair, la Loire-Atlantique. Et donc là, on voit bien qu'au niveau de la Loire-Atlantique, on a une proportion qui est plus importante de professionnels qui ont entre 2 et 5 ans d'expérience dans le même relais petite enfance et aussi une proportion plus importante entre 5 et 10 ans. Donc on voit que nous, sur notre département, les animateurs, ils restent plus longtemps en poste sur un même relais. Sur ces graphiques-là, on voit le comparatif entre la Loire-Atlantique et la France. Et donc, on a en Loire-Atlantique 91% des professionnels animateurs qui ont un profil EJE, alors que dans le même temps, c'est 67% au niveau national. Et donc, la deuxième catégorie de profession qui est la plus importante au niveau national, ce sont les travailleurs sociaux à 10%. Et nous, sur notre département, on est à 3% pour ces professionnels-là. Et sur le nombre d'animateurs par relais en Loire-Atlantique, on en a donc 43% qui sont seuls dans leur relais et 38% qui sont à deux professionnels. Des formations qui sont davantage axées sur les premiers secours et la parentalité, moins que sur les cadres réglementaires et pédagogiques. Donc c'est un constat qui peut être fait sur le département. Donc les animatrices de relais de Loire-Atlantique ont moins bénéficié de formations sur le cadre réglementaire relatif à la fonction employeur salarié, 12% des animatrices de relais contre 30% au niveau national et on a des ratios un peu équivalents. Il y en a que 12% qui ont bénéficié d'une formation sur le cadre réglementaire de la petite enfance et du relais petite enfance contre 25 au niveau national. Et sur les courants pédagogiques, activités pédagogiques à proposer à l'enfant, il y en a 19% qui ont bénéficié d'une formation sur ce sujet-là sur la Loire-Atlantique et 26% au niveau national. Et après, la même tendance sur la santé environnementale et démarches écologiques, à 5% sur le département contre 10% au niveau national.
Et par contre, sur les premiers secours, on est à 35% des animatrices qui ont bénéficié d'une formation contre 29% au niveau national. Et sur l'accompagnement à la parentalité, 24% des animatrices sur le département ont bénéficié d'une formation contre 19% au niveau national. Et 87% des ETP d'animateurs ont bénéficié d'une formation en 2024, toutes formations confondues. Des RPE qui sont un peu plus ouverts comparativement à la France, avec un partenariat qui est bien développé. Donc là, sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Qu'on a une ouverture qui est entre la France et puis la Loire-Atlantique, on est quasiment au même niveau, voire un peu. Enfin, c'est le bleu clair qui est. Bleu clair, c'est la Loire-Atlantique. Donc on est légèrement plus. On a plus de jours d'ouverture que au niveau national. Un peu plus aussi de. Enfin, notamment entre 200 et 249 jours, on a 51% des relais qui sont ouverts entre 200 et 249 jours, et on a 11% à plus de 250 jours. Et là, c'est lié aussi au fait qu'on a beaucoup de relais qui ont plusieurs professionnels. Oui, ça peut être lié à ça, entre autres, mais pas que. Et 62% des relais en Loire-Atlantique fonctionnent avec ou sans accueil, au moins 200 jours par an, et 57% au niveau national. Et le nombre de jours de fonctionnement moyen des relais en Loire-Atlantique est de 205 jours. Et le nombre de jours de fonctionnement médian des relais en Loire-Atlantique est de 218 jours. Et les relais de Loire-Atlantique travaillent plus en partenariat avec les associations d'assistantes maternelles comparativement à tous les relais français. Et donc, parmi les partenariats qui sont développés sur le département, on peut noter notamment un partenariat à 98% avec les bibliothèques, les médiathèques, les bibliothèques, contre 93% au niveau national. Et puis, avec des associations d'assistants maternelles, on voit que c'est le double, 46% des associations, enfin des relais accompagnent des associations, créent des partenariats avec les associations d'assistantes maternelles contre 23% en France. Et 32% avec des centres sociaux contre 38% en France, etc. Sur les jours d'ouverture, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, vous êtes à plus de 50% ouverts à plus de 200 jours sur l'année. Si on fait le parallèle avec nos critères de fonds locaux, comme on peut constater que le nombre de jours médian, c'est 218 jours, alors que nous, notre indicateur, c'est 210 jours d'ouverture, ça veut dire que au moins la moitié des relais, déjà, avec l'activité 2024, émarge sur cette bonification sur nos fonds locaux, sur ce critère de jour d'ouverture. Alors, si on se fixe des enjeux pour les relais sur ces éléments-là, je dirais donc poursuivre la diversification des profils animateurs, tendre vers 100% des relais qui organisent un copil annuel, parce que le copil annuel, ça permet de mettre la lumière sur toute l'activité que vous avez pu mener sur l'année et puis partager en fait votre vision des besoins et des réalités du territoire. Aujourd'hui, on est à 56% des relais qui organisent un copil annuel. Poursuivre l'augmentation du nombre d'animateurs qui bénéficient de séances d'analyse de la pratique. Alors aujourd'hui, j'ai plus ce chiffre-là parce que c'est plus demandé dans le questionnaire Sphinx, mais en tout cas, c'est le souhait de la CAF de Loire-Atlantique de permettre à la majorité, si ce n'est 100% de nos animateurs, qui puissent bénéficier de séances d'analyse de la pratique. Et puis, construire un parcours fluide et cohérent pour les familles du premier accueil, donc dans le cadre, on va dire, de l'offre de services de DRPE dans le cadre du SPPE, jusqu'à l'obtention d'une place d'accueil, tant chez les asthmates que au sein d'un EAJE. Alors, il y a une question, Nathalie. Alors, il faut que tu allumes ton micro, Nathalie.
Voilà. Allô? Oui. Oui, c'est parfait. Bonjour. Voilà, je viens d'envoyer la question dans la conversation. Ah oui. Voilà, puisqu'on parlait des fonds locaux et du nombre de jours, c'était pour savoir si ce nombre Non, de jours de 210 était proratisable ou pas. non, non, non. C'est bien ça, ouais. Ce qui importe vraiment, c'est le nombre de jours d'ouverture pour les familles. Donc, D'accord. ce nombre-là, il est pas proratisable en fait à l'ETP d'animateur. Ok. D'accord. Et alors, à la question de Marie-Noël Sico sur qui financerait l'ADP des relais, ça fait partie de la bonification dans le cadre des fonds locaux. Ce qui est posé dans nos critères fonds locaux, c'est à minima 3 séances de 2 heures par an et par animateur. Et donc, le montant fonds locaux, c'est 600 € pour un ETP d'animateur. Bonjour Alexandra. Et du coup, Bonjour, on peut Marie-Noël. cumuler des bonus ou pas? J'ai pas compris. Ouais, On peut les missions cumuler sur, des sur les bonus missions fonds locaux? complémentaires. Hmm. C'est-à-dire, en fait, oui, il y a un financement spécifique sur l'analyse de la pratique et il y aura d'autres financements qui sont plus liés au jour d'ouverture. Donc, il y a bien un fléchage particulier sur l'analyse de la pratique. Ce que tu Super. disais, les 600 € par ETP, c'est vraiment fléché analyse de la pratique. Ok. Vous nous enverrez peut-être le détail de comment on doit procéder pour pouvoir accéder à ces fonds locaux? Oui, oui, tout à fait. On avait fait une visio en avril dernier qui expliquait nos nouveaux critères fonds locaux. Et bien entendu, on réexpliquera le cas échéant de comment sont calculés ces fonds locaux et pour pouvoir identifier qui a bénéficié de l'analyse de la pratique, on va faire un petit formulaire en ligne très, très simple que les relais pourront compléter l'année écoulée en fait. Voilà. Et j'avais une question précédente, mais vous êtes passé sur la diapo suivante. Sur les périodes d'ouverture, est-ce que vous avez le détail moyen de comment sont ouverts les relais sur la Loire-Atlantique en termes de jours et d'horaires? Alors, là, je suis pas en mesure de répondre sur cette question-là pendant la visio, mais on a les Oui, données, oui. Oui, ouais, ça marche. Donc on pourrait la réexploiter ultérieurement, quoi, ensemble. oui, oui, oui. Bah, tu pourras me Super. préciser par mail ta demande précise et Ouais, puis on verra après comment on pourra y répondre. Oui. super. Merci beaucoup. Aurélie, si oui, peut-il être inscrit sur votre retour que la moitié des RPE de Loire-Atlantique remplissent cette demande de nombre de jours d'ouverture? Bah, en fait, c'est le chiffre, enfin la diapo, elle le montre en fait, cet élément-là. Donc, je vais voir comment on peut le mettre en mots. Et quand on utilise l'ADP sur plusieurs relais, oui, alors en fait, c'est chaque relais va compléter en fait son formulaire pour dire parmi l'ensemble des animateurs ont bénéficié de ces 3 séances de 2 heures. Ça, c'est important, hein. Ce n'est pas des séances d'1h30, c'est bien des séances de 2 heures qui ont été validées par nos administrateurs. Donc, c'est un critère à respecter. Et donc, après, le financement, comment dire, il est payé à chaque relais. Donc, même si c'est de l'ADP qui est mutualisé, pour nous, ça, c'est pas un problème. Du moment que vous avez rempli ce formulaire et que les professionnels ont bien bénéficié de l'analyse de la pratique, après, voilà. Oui, c'est par nombre de personnes qui ont bénéficié. Donc, si dans Oui, votre relais, vous avez une seule animatrice, bah, elle va indiquer qu'elle a bénéficié de l'analyse de la pratique de séances, enfin 2 ou 3 séances dans l'année de oui. 2 heures. Et il y avait éventuellement, si on pouvait revenir en fait sur Oui, la diapo avec le nombre de jours d'ouverture, c'était ça. voilà. Merci, hein. Bon début d'après-midi à toi et Je coupe Bonjour, Yami. bonjour, c'est Aurélie. Du Oui, coup, oui, c'est moi qui vous ai posé la question. Donc, en fait, c'est ça, c'est 62% des RPE en Loire-Atlantique fonctionnent au moins 200 jours, c'est ça qu'il faut retenir? alors aujourd'hui, c'est bien ça, on a 62%, mais nous, notre indicateur sur les fonds locaux, si c'est ta question indirecte, c'est 210 jours. Ok, D'accord? mais alors tout à l'heure, ce que tu as dit, c'est qu'on n'était que la moitié des relais à remplir en fait cette condition pour avoir les fonds locaux.
Oui, au moins la moitié. C'est-à-dire qu'en Ouais. fait, moi, ce que j'observe, c'est que sur le nombre médian, le nombre de jours d'ouverture médian des RPE en Loire-Atlantique, c'est 218 jours. Ça veut dire qu'on a la moitié des relais qui sont ouverts 218 jours pardon, et plus, et la moitié où c'est moins. Donc ça veut dire qu'il y en a au moins la moitié qui remplissent déjà ce critère-là. Ok. Et ça peut être marqué clairement dans les FAQ, s'il te plaît. Oui. Non, Non, pour que ce soit clair pour moi, mon gestionnaire, parce qu'on est quand même un certain nombre de relais à pas arriver au 205 ou au 210 ou au 218. Et du coup, bah, nous, ça nous permet quand même de faire constater que bah, on est quand même enfin, une grande partie à ne pas pouvoir en fait aller à ce nombre de jours. Notamment, c'est la question que pose Nathalie sur la proratisation, puisqu'on a quand même certaines collègues qui sont pas à temps plein et qui n'arriveront jamais aux 210 jours. Donc, c'est plus dans ce sens-là, avoir un écrit clair sur le fait que bah voilà, il y a quand même un certain nombre de relais qui ne peuvent pas remplir cette condition-là du fait de leur temps de travail ou du fait de l'annualisation, des choses comme ça, quoi. Mm. Après, on l'avait expliqué, hein, pour nous, Ouais, je sais bien. Mais oui, je sais pour nos bien. CAF, c'est vraiment la volonté d'avoir un service qui est ouvert le plus possible pour les familles. Donc l'enjeu, il est là. Nos fonds locaux, on n'a pas la vocation, enfin l'idée, c'est pas forcément qu'on verse 100% des fonds locaux à tous les relais. Aujourd'hui, c'est pas le cas, en fait. Donc avec ces nouveaux critères, c'est normal que ce ne sera pas nécessairement le cas pour tous les relais. et puis Ah, même encourager des réflexions autour de la mutualisation potentielle. Ça ne veut pas dire qu'on veut l'obliger, mais y réfléchir, en tout cas, se Mm. dire, quand il y a un relais qui a moins de temps de travail, bah, c'est comment on peut petit à petit mutualiser le service avec un autre relais à côté pour faire en sorte d'ouvrir bah, à minima 210 jours par an. Parce qu'en fait, le constat qui peut être fait, c'est l'isolement, enfin, ou le manque d'équivalent temps plein sur un territoire. Et qu'est-ce qu'on fait pendant que le relais est fermé, en fait? Comment les animatrices, enfin les assistantes maternelles ont des réponses ou les familles Ou les familles. sur ces Mm. périodes-là? Et donc, ouais, on veut encourager, faire en sorte qu'il y ait une équité sur l'accompagnement des assistantes maternelles et puis des familles. Mais Mm. voilà. Donc, les fonds locaux, ils ont vocation à faire ça, faire évoluer ou faire réfléchir. après, oui, après, ça, on l'entend. Après, il y a aussi eu sur certains relais, un peu de la pression du coup des gestionnaires sur bah, le fait qu'il va falloir atteindre ce nombre de jours. Et en même temps, il y a des temps partiels qui sont choisis, qui sont OK avec les collectivités. Et du coup, ça peut mettre en porte-à-faux par rapport à ça, quoi. Mm. Voilà. Non, non, mais Merci. on entend Ouais, la difficulté. Ouais. Mm. Mais en tout cas, on sera merci. amené à le présenter Effectivement. quand il y aura la bascule sur les nouveaux fonds locaux. De toute façon, les conseillers techniques de territoire aussi, on accompagnera et on fera passer de l'information. Enfin, Oui. après, Ouais, ben ce ça. sont des choix politiques aussi sur les territoires de dire est-ce qu'on veut développer le service ou enfin, mais on prendra le temps de le faire. Après, il n'y a pas que ça qui est impactant. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis annualisée, je dois travailler plus que 35 heures pour arriver aux 1607 heures. Donc, du coup, j'ai des jours de récup. Enfin, si on parle de mon petit cas à Oui. moi. Et du coup, du coup, je ne peux pas atteindre ce nombre de jours. En fait, je ne pourrai jamais l'atteindre. Ou alors, il va falloir que je fasse des semaines à 39 heures pour pouvoir le faire, quoi. Mais on aura besoin de C'est en fait. faire un bilan. Hmm. Après, le changement ouais, le changement bah, amène toujours des questionnements. Après, on pourra faire des constats de toute façon. Mais pour l'instant, c'est un peu tôt. On verra en fait Mm. l'impact. Ouais. Si jamais on constate que bah, il y a Bah, sur vraiment les des petits écarts. relais, ouais, sur les petits relais où effectivement on n'est pas deux, la problématique, elle est là. En tout cas, nous, Mm. sur notre secteur, clairement, elle y est, quoi. Oui, oui, oui. On va pas refaire le débat Oui, non, là-dessus, non, hein, mais voilà. Ok, ouais. on a quand même entendu aussi qu'il y avait des animateurs qui souffraient aussi Bah oui, d'un oui, certain oui, on isolement. l'entend. Ouais. Quand il y a des arrêts maladie pour des relais où il n'y a qu'un seul animateur, tout d'un coup, le service, il n'y a plus, en fait, c'est fermé. Donc, enfin, ça met des professionnels aussi en difficulté. Donc, voilà, c'est aussi tout ce confort-là aussi qui est souhaité derrière, quoi. Mm. Oui, bah, Et les deux on a, s'entendent, ouais. ouais. Et on a certains territoires qui ont franchi le pas, en fait, qui ont mutualisé entre plusieurs collectivités, même si c'est pas si simple que ça, Oui, mais bah oui. voilà. Mm. Mais en tout cas, si on peut l'encourager, nous, on le fera. Mm. Ok, merci. Merci. Nathalie?
Oui, je veux quand même rebondir sur la mutualisation. Moi, je suis sur le relais de Fête Bretagne Notre-Dame-des-Landes, je suis à 80%. Il y a le mercredi qui est donc fermé, je ne travaille pas. Et ça a été une volonté. Au départ, le relais était sur 3 communes avec une animatrice et ils ont fait le choix de scinder en deux. Donc d'un côté Vigneux de Bretagne avec une animatrice et de l'autre Fête Bretagne et Notre-Dame-des-Landes et c'est pas pour remutualiser. Et là, au niveau des professionnels, il n'y a pas de. Les professionnels sont ravis du service et le lendemain, ils ont leur réponse. Le mercredi, d'accord, je ne Non, travaille pas, mais le lendemain, ils ont leur réponse. non, non, mais Ah, on c'est remet pas en cause pas. ces choix. En fait, c'est Ah, juste que les fonds locaux, bah, c'est pas obligatoire. Et en fait, nous, on encourage certaines choses, mais ça veut pas dire qu'on remet en cause votre organisation. C'est un choix. Mm. Les fonds locaux, c'est pas une prestation de service. Donc, en fait, nous, on veut inciter des évolutions parce qu'on fait un certain nombre de constats. Après, il y a des choix politiques. Enfin, c'est pas ça qui va impacter le niveau de financement. Enfin, voilà, c'est. oui, c'est Et, juste par principe, hein, ouais. Ah c'est oui, juste ça. mais Mais enfin, oui. moi qui me choque un peu, quoi. Mais malgré tout, vous avez bien dit que c'était pour inciter, pour Oui. mutualiser. Mais c'est pas une obligation en fait. Et les Non. fonds locaux, comme c'est pas obligatoire, c'est pareil. En fait, on veut encourager certaines choses parce qu'on peut constater qu'il y a de l'isolement et que ça peut être intéressant. Mais c'est un choix aussi au niveau départemental. On n'aura pas le même constat au niveau national sur la question de l'isolement des professionnels. Ouais, mais au Mais niveau de tous les terrains, ça se passe pas non plus comme ça. Euh, non, non. les professionnels ne sont pas, voilà, ça, elles sont, pour elles, c'est Non, tout non, mais à fait on dit juste. pas que vous faites mal. Ouais. Les choses, en fait, et ça répond peut-être aux besoins de votre territoire. Et dans le cadre des bilans, c'est justement ça qu'il faut souligner. C'est pas parce que vous n'êtes pas présente le mercredi qu'il n'y a pas de Ouais. réponse et que peut-être qu'il n'y a pas de situation d'urgence qui nécessite que vous soyez. Mais pour autant, il n'y a pas de fonds locaux parce que vous ouvrez moins de 210 jours. Après, c'est des règles qui ont été retenues, validées par nos administrateurs. Voilà, et on fera un bilan, hein, peut-être dans 5 Mm. ans sur l'impact et s'il y a des choses qui évoluent. Mais c'est pas pour critiquer vos organisations et les choix de territoire. Mm. D'accord. Merci. Alors, on va passer sur l'information et l'accompagnement des familles. Alors, les familles qui sollicitent le relais, en moyenne, elles le font une fois par thématique. Je m'explique. Lorsqu'on regarde le nombre de familles différentes qui ont bénéficié d'une information collective ou individuelle, donc en 2024, on est sur la barre qui est orange. Donc, il y a 22 000 familles différentes qui ont bénéficié en fait d'une information par le relais. 22 000 concernant le rôle d'employeur et 24 000 concernant la recherche d'un mode d'accueil. Et donc, quand je vois ces chiffres, ça me laisse penser qu'en fait, en moyenne, une famille, lorsqu'elle prend contact avec le relais, elle a un contact sur son rôle d'employeur et un contact sur la recherche d'un mode d'accueil. Quand on sait en fait la difficulté que c'est d'être parent employeur, je me dis il y a peut-être quelque chose en fait à travailler ou à promouvoir sur la plus-value, l'expertise que les relais vous avez pour accompagner les familles sur leur rôle d'employeur. Et on voit bien en fait qu'on a une diminution en fait depuis enfin 2022, c'est là où on avait le pic d'activité et plus ça va, plus ça diminue. Donc il y a peut-être quelque chose à questionner ou à réajuster. Est-ce que c'est dans la communication auprès des familles? Enfin, voilà, je pose juste ce constat-là et peut-être vous amener un peu à y réfléchir vous localement. Euh, et donc, dans la répartition des demandes formulées par les familles en 2024, donc on en avait 56% qui n'avaient pas de choix précis en fait sur le mode d'accueil, 23% qui recherchaient plutôt une assistante maternelle et 20% sur un mode d'accueil collectif. Et le taux de fréquentation des familles des RPE en Loire-Atlantique, il est nettement supérieur, donc 56% par rapport au national où on a 30% des familles qui fréquentent les relais. Quelques questions là, Ah oui. notamment des questions autour du
SPPE et puis les dotations qui ont été versées par l'État. On ne va pas forcément pouvoir rentrer dans le détail, mais oui, on a les informations là-dessus. Après, c'est une dotation qui est versée au niveau de chaque ville. Et globalement, en fait, c'est les villes qui décident de l'utilisation de ces fonds-là. Et ils ne sont pas fléchés petite enfance, même si dans l'absolu, cette dotation, elle est liée à la mise en place du service public petite enfance. Mais après, à vous de savoir qu'il y a eu tel montant de versé au niveau de votre collectivité et éventuellement d'en échanger. Mais en tout cas, c'est pas de l'argent qui est versé par la CAF et il n'y a pas de fléchage particulier. L'idée, c'était une dotation de l'État pour compenser le travail et la mise en place du service public petite enfance au niveau des collectivités. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet, hein. On peut avoir des dotations conséquentes, et y compris sur des communes qui ont peu de services petite enfance. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, Les il y a fonds, beaucoup. Oui, les fonds, ils ne sont pas fléchés non. RPE ni petite Non. enfance. non. Et pendant combien de temps? A priori, c'est sur plusieurs années, mais c'est au moins 2 ans. Donc, enfin, la dotation, elle risque d'être versée au moins pendant 2 ans. On n'a pas plus d'éléments parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise parce que c'est une dotation de l'État. La préfecture, elle pourrait être un peu plus au courant. Mais en tout cas, ça risque de durer au moins 2 ans. Et elle est versée au niveau de la commune. Ça veut dire que sur des territoires intercommunaux, c'est chaque commune de plus de 3000 habitants qui a bénéficié d'une enveloppe et qui est plus ou moins importante en fonction de la taille de la commune. Mais il n'y a pas de garantie en fait que ces dotations arrivent pour améliorer le service de petite enfance ou développer de la qualité. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir ça et de se dire et de questionner même en interne de la ville à quoi ça a pu servir en fait ces dotations, qui sont pas négligeables. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça représente quand même des montants très conséquents sur le département. Oui, le constat, on peut le faire hein, sur du coup, les services petite enfance n'enverront pas la couleur, c'est bien dommage. C'est un vrai sujet, mais même dans le cadre d'un comité de pilotage du relais, en fait, parfois vous voudriez développer des choses ou renforcer la qualité ou mettre en place des actions spécifiques. Logiquement, ces dotations-là, elles pourraient servir à ça. Mais nous, on peut, enfin, mis à part dire qu'il y a eu des dotations de versées, on ne peut pas obliger une collectivité ou un territoire à l'utiliser pour ça. Mais c'est un vrai sujet à aborder. Est-ce qu'un SPPE peut être en intercommunalité? Oui, en fait, le service public petite enfance, il est lié aux compétences, en fait. Donc, si la compétence petite enfance, elle est à l'échelle de l'intercommunalité, le pilotage du SPPE, il est lié au transfert de compétences et au fait que c'est l'intercommunalité qui porte cette politique-là. Mais pour autant, les dotations, elles ont été versées aux collectivités, hein, parce que l'État ne peut pas verser à l'interco. Et c'est incroyable quand on parle du fléchage de l'argent. Je ne ferai pas de commentaire, mais on est plutôt d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord. Mais d'où le fait que c'est important d'échanger sur ces sujets-là. Moi, j'étais intervenu avec une autre collègue sur une intercommunalité et on avait donné les montants en fait versés parce qu'on venait d'avoir l'instruction du national, le décret d'application et voilà. Mais à vous de montrer que votre service, il a un impact qui concerne tant de professionnels et qui a besoin de mettre en place des actions et que il n'y a pas que la CAF qui finance. Mm. Là, l'État a donné des moyens conséquents pour améliorer les choses. Enfin, donc oui, il y a eu des moyens qui ont été versés aux collectivités. Et après, charge à vous de faire la promotion. Mm. Il y a eu des webinaires déjà sur le SPPE qui ont été organisés. Et après, il y aura sûrement des choses qui vont être mises en place plus tard. Mais le SPPE, c'est l'État hein, qui pilote. C'était juste un rappel. Pour revenir là sur les familles qui sollicitent les relais, oui, oui, effectivement, il y a une baisse de la natalité. On l'a vu au début de la présentation. Et on a bien aussi conscience que les familles, elles passent par des sites privés. Tout à fait, ça à prendre en considération. Alors, est-ce que j'ai été trop vite? Il y avait une petite question sur la mise en place du guichet unique, mais c'est un vrai sujet. Je pense que ça peut être un sujet aussi
aborder dans le cadre des réseaux. Enfin, mais on n'aura pas de réponse toute faite aujourd'hui. Mais en tout cas, ça peut être un sujet à aborder collectivement. C'est quoi un guichet unique? Et en particulier sur des territoires où il y a un relais qui est à l'échelle de plusieurs communes et que chaque commune est autorité organisatrice avec une entrée SPPE sur chaque commune. C'est pas simple en fait. Mais c'est un vrai sujet. Mm. Après, nous, on n'a pas de définition de ce qu'est un guichet unique. Il n'y a pas de format qui dit précisément comment doit être organisé un guichet unique, ce que ça doit couvrir comme champ. Enfin, c'est très ouvert en fait. Donc sur le site, on en avait déjà parlé, sur le site du gouvernement, il y a, sur la partie SPPE, il y a un guide en fait des bonnes pratiques. Et notamment, il y a des exemples de communes, ce qu'ils ont pu mettre en place comme guichet unique. Et donc, à chaque fois, c'est détaillé sur leur organisation, leur profil. Et il y a les coordonnées. Donc, il y a possibilité d'aller contacter en fait d'autres territoires pour voir concrètement comment c'est mis en place leur guichet unique pour pouvoir vous inspirer, vous, localement. Et notamment sur le guichet unique, c'est le guichet unique de la ville de Nantes qui est mis en exemple. Mais après, chaque commune ne peut pas mettre en place le Non. même. Mais ça donne des exemples. Après, voilà, ça met en avant un certain nombre de bonnes pratiques. Mais on vous incite, au niveau des territoires, à aller voir les outils qui ont été construits par les services de l'État, dans le cadre de la mise en place du SPPE, parce que c'est plutôt de bonne qualité. Même sur la communication auprès des familles, en fait, il y a plein d'outils intéressants. Voilà, c'est pour la slide. Oui. Alors, une communication dynamique et moderne, une forte présence sur les réseaux sociaux. Donc, il y a 7 RPE sur 10 qui utilisent ce levier, 4 sur 10 au niveau national. Donc, on répondra aux questions après. Il y a un bon équilibre entre le digital et le présentiel, des sites internet qui sont développés, l'utilisation des réseaux sociaux, des supports imprimés aussi en complément, une communication avec une proximité, organisation de réunions et portes ouvertes plus développées qu'au niveau national. Donc là, on a 22% des territoires qui mettent en place des réunions ou des portes ouvertes, alors qu'au niveau national, on n'en a que 7%. Il y a des actions qui sont par contre moins mobilisées qu'au niveau national. Ça concerne notamment les articles dans les journaux. On a 73% des relais qui mettent ça en place contre 83% pour le national. L'utilisation de campagnes SMS, de mailing ou d'appel, on est à 33% sur le département alors qu'on est à 45% au niveau national. Et enfin, l'utilisation des radios locales, donc on a que 6% sur le département contre 52% au niveau national. Mais après, c'est lié sans doute aux particularités des territoires. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire comme le national. Et donc en Loire-Atlantique, l'enjeu ne porte pas tant sur la diversité des outils de communication mobilisés que sur leur forme et leur impact. Et un appui à renforcer les services communication des collectivités pour permettre aux RPE de mieux cibler et toucher les familles. Et donc, il y avait une question, c'était sur quels réseaux sociaux sont présents les relais, Alexandra? Dans le questionnaire Sphinx, c'est pas détaillé en fait. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont en ligne là et qui utilisent des réseaux sociaux, vous pouvez peut-être répondre soit dans le fil de discussion, soit en prenant la parole. En tout cas, vous avez répondu positivement à ça, donc ça veut dire qu'il y en a quand même quelques-uns. Facebook, ok. Ouais. Alors, on a aussi des RPE qui sont engagés dans l'intermédiation administrative. Donc, cette question, elle était déjà apparue en 2023. Donc, en 2023, vous étiez 24 relais à dire être investis dans cette mission-là. Et en 2024, 32. Donc, il y a une augmentation en fait des relais qui font de l'intermédiation administrative. Et donc, cet accompagnement, il est très majoritairement centré en fait sur la déclaration page emploi, avec un appui significatif sur le calcul et sur les fins de contrat.
Donc là, vous avez le détail en fait mis ici. Je profite de cette diapo pour évoquer ici le fait que la CNAF a souhaité engager en fait une expérimentation nationale qu'elle a nommée ARPEDA. Alors, j'ai pas le ARPEDA, j'ai pas l'explication sous les yeux. ARPEDA, non. Bon, je le mettrai en fait dans la fac parce que ça a du sens, c'est un sens qui est très précis. En tout cas, c'est une mission qui se veut pour travailler en fait cette fonction d'intermédiation administrative au niveau des relais. Et donc, dans ce cadre-là, la CNAF, elle s'appuie sur plusieurs CAF et donc la CAF de Loire-Atlantique est partie prenante en fait de cette réflexion. Donc, on est au départ en fait sur la réflexion du contenu de cette mission-là. Il y a un cahier des charges qui est en train d'être élaboré. Et il y aura des phases de tests qui seront proposées pour des relais qui seront volontaires. À terme, cette mission, elle ne sera, si elle se met en place, elle ne sera pas obligatoire. Ce sera vraiment en fonction de la volonté de chaque relais de le mettre en place ou non. Merci Vincent. Donc ça veut dire accompagnement renforcé des parents employeurs dans leur démarche administrative. Ah bah voilà, tout le monde est au taquet, c'est formidable. Merci. Voilà, donc c'était pour vous informer qu'au niveau de la Loire-Atlantique, on est associé en fait à cette réflexion au niveau national. Et on est notamment associé parce qu'on a beaucoup de relais déjà qui sont engagés dans cette intermédiation administrative. Donc, un focus sur les prochains enjeux. Donc, il y a le premier enjeu qui est mis en avant, c'est accroître la visibilité des relais pour l'ensemble des familles ayant des enfants de moins de 3 ans. Donc, ça rejoint le constat qui a été fait tout à l'heure. Et installer le relais comme un repère clé dans le parcours des parents employeurs, le projet d'accueil, la gestion quotidienne de la relation avec l'assistante maternelle. Donc, des questions, c'est les parents ont-ils connaissance de l'offre du relais petite enfance? L'offre du relais petite enfance correspond-elle aux attentes des parents? Mais ça rejoint, enfin, on faisait tout à l'heure la promotion des outils qui sont développés dans le cadre de la mise en place du SPP au niveau national. Enfin, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder, notamment le parcours d'accompagnement des parents. Enfin, il y a des outils qui peuvent être proposés, qui peuvent être intéressants à utiliser, pas forcément tels quels, mais ça peut vous donner pas mal de pistes. D'amélioration sur la communication. Alors, sur le volet information et accompagnement des professionnels. C'était une question, en fait, c'est sur le rôle de la CAF en termes de communication. Alors, oui, la CAF, elle joue déjà un rôle en fait dans la promotion des relais. Dans le cadre du parcours Arrivée de l'enfant, c'est un parcours qui a été mis en place il y a 2 ans de ça, en fait, à la CAF de Loire-Atlantique, avec des courriers qui sont adressés à toutes les familles qui nous ont déclaré en fait une grossesse. Et donc, sur des moments clés, la CAF, elle envoie un courrier avec les démarches qu'il y a à faire auprès de la CAF, auprès de la CEPAM, sur les différents modes d'accueil qui existent, sur les relais petite enfance qui peuvent accompagner les familles, sur les lieux d'accueil enfants-parents, sur le site questions de parents. Enfin voilà, dans cette campagne de com, bien entendu, le relais, il est mis en avant auprès de l'ensemble des parents nous ayant déclaré une grossesse. Et après, il y a d'autres outils, type monenfant.fr, Oui. ou questions de parents. Enfin, il y a plein de canaux différents de communication, même des campagnes aussi d'information. Après, on s'appuie essentiellement sur vous qui êtes, vous êtes les acteurs de proximité en fait, et on vous soutient pour ça aussi. À quel mois de grossesse, la question précise? Eh ben, ça, c'est pareil. Je remettrai dans la fac pour être sûr de ne pas dire de bêtises, mais il y a pendant la grossesse et une fois que l'enfant est né. Donc, je vous remettrai le parcours dans la fac pour que vous puissiez avoir les... Mais le courrier, pareil, on donnera la réponse. Par mail. Alors, un nombre d'accompagnements important
sur nos relais, donc important pour accompagner les professionnels, mais on voit que on a toujours en fait beaucoup plus d'accompagnement individuel que d'accompagnement collectif de proposer en fait sur le territoire. Et donc je repose la même question que j'avais posée l'an dernier. C'est qu'il y a des sujets, par exemple le droit du travail, où on voit que c'est quand même une thématique pour laquelle vous êtes quand même beaucoup sollicité. Je me pose la question de s'il n'y aurait pas un intérêt de développer parfois des petits rendez-vous type visio sur la pause méridienne, par exemple, avec les asthmates pour pousser un petit peu des informations qui répondraient à leurs préoccupations. Et donc, du coup, vous pourriez faire une information un peu plus de masse, entre guillemets, et pas forcément du un pour un, en fait, à chaque fois. Enfin, c'était un questionnement que j'avais. Donc oui, ça baisse sur les réunions collectives. Et on a une proportion, nous, en local, d'actions collectives qui est inférieure au niveau national, puisqu'on a 1,1% de nos rencontres qui ont lieu en collectif en Loire-Atlantique, alors que c'est 3,7% au niveau national. Ça veut dire que voilà, nous, on privilégie plus la rencontre individuelle que la modalité collective. Donc, une remarque, c'est que les assistantes maternelles n'ont pas le temps sur la Oui, pause méridienne. on est d'accord, mais en fait, quand les enfants font la sieste, de pouvoir proposer, en fait, de pouvoir se connecter si elles sont disponibles. On sait bien que ce ne sera pas forcément toujours le cas pour tout le monde, mais peut-être qu'il y en a quelques-unes pour lesquelles, sur ce temps-là, l'ensemble des enfants dorment et elles pourraient profiter en fait d'une information que vous pourriez faire en distanciel. Ça, du coup, c'est fait sur leur temps de travail et pas se déplacer ni le week-end ni le soir pour pouvoir bénéficier d'une conférence ou d'une information collective, par exemple. Enfin, c'était une suggestion après à voir comment vous vous sentez à l'aise avec ça et quel est votre public d'assistants maternels. Et puis, ça peut être toujours intéressant d'expérimenter. Là, oui, d'expérimenter ça. Enfin, si ça ne fonctionne pas, faut arrêter. Enfin, Oui. Et il y avait un témoignage, nous faisons des soirées, des travaux pratiques en mai et juin sur 2 soirées. Les visiteurs à 21h sans rendez-vous avec parents et asthmates qui le souhaitent. Sur la question des congés payés, c'est ça. Ce sont davantage les parents employeurs qui nous contactent que sur le statut. Mais là, en fait, la diapo, c'est par rapport à vos statistiques. Oui. On voit quand même que sur le droit du travail, il y a quand même une proportion assez importante de questionnement des professionnels. C'est moi. Donc des ateliers d'éveil qui sont en progression, mais encore en deçà du niveau national. Donc en Loire-Atlantique, on avait 70 ateliers par ETP en 2023 et aujourd'hui en 2024, on était à 75. Donc il y a une progression qui n'est pas négligeable. Mais après, en France, on est à 102 en 2024 par ETP. Donc on voit bien qu'il y a un delta qui est quand même important. Et le temps moyen hebdomadaire consacré à l'organisation de ces ateliers, donc en 2024 sur le département, on est à 6,1 heures et à 7,3 au niveau national. Et la durée moyenne hebdomadaire des ateliers est de 5,3 heures en Loire-Atlantique contre 6,8 au niveau national. Et le taux de fréquentation, par contre, il est un peu plus important en Loire-Atlantique à 28% contre 22% en France. Et le taux de fréquentation des asthmates, c'est pareil, il est légèrement supérieur en Loire-Atlantique qu'en France, 50% contre 48%. Dans le graphique, quelle analyse en faire? Fréquentation de participation des assistantes maternelles aux ateliers, au moins une fois par mois. Donc on est toujours Loire-Atlantique sur le plus clair, c'est ça? Oui. Ouais. Donc on est globalement sur 2 fois par mois en majorité à plus de 50%, et après une fois par mois un peu moins, et au moins une fois par semaine. Par contre, on voit bien qu'au niveau national, forcément, avec 102 nombre d'ateliers par ETP, on est globalement, enfin, il y a plus de possibilités d'avoir accès à des ateliers plus régulièrement. Mais c'est lié à l'offre qui est faite sur le département. Hein. Donc ça ne veut pas dire que chaque relais, là, ça reste une moyenne. C'est pour ça qu'on le disait dans le titre, hein, il y a vraiment à travailler sur cette question-là, et dans le cadre de l'attribution de faux locaux, c'est un des enjeux aussi.
Donc un rayonnement plus large, mais une fréquence d'ateliers moindre qu'au niveau national. Les relais de Loire-Atlantique touchent plus d'asthmates différentes, 50% aux ateliers d'éveil qu'au niveau national, mais ça je l'ai mis, enfin, c'est ce qui est indiqué dans le graphique. Plus d'enfants différents qu'au niveau national, et les asthmates de Loire-Atlantique peuvent bénéficier des ateliers moins fréquemment, mais ça on l'a déjà dit. Donc voilà, ça suffit des commentaires. Non. Alors, des relais en Loire-Atlantique investis pour améliorer la qualité d'accueil via à la fois une offre d'analyse de la pratique pour les assistants maternels et aussi une offre sur la formation. Alors là, le graphique, il représente la première ligne, c'est le total de relais qu'on a en Loire-Atlantique. Donc, on a 64 relais. On a 35 relais qui ont organisé des séances d'analyse de la pratique en 2024. 16 qui ont demandé à être évalués sur cette mission renforcée et donc 16 qui ont atteint cette mission renforcée euh, pour toucher la bonification. Donc on voit qu'on a une augmentation en fait des relais impliqués dans l'ADP depuis comparativement à 2023. Donc on a 118 asthmates supplémentaires qui ont bénéficié de séances d'ADP et on voit que les relais ils sont quand même plus impliqués sur la mise en place de ces séances puisqu'on a 56% de relais qui proposent l'ADP contre 43% en France. Donc, nous, on est plus présents sur ce champ-là. Et concernant la formation, donc on a 92% des relais qui ont géré les inscriptions aux formations contre 68% au niveau national, 87 ont constitué des groupes pour faire des inscriptions collectives, 74% au niveau national, et 92% qui ont mis à disposition une salle pour les organismes de formation et 83% au niveau national. Donc on voit bien que là, quand même, sur améliorer la qualité de l'offre d'accueil sur notre territoire, vous êtes très, très investis. Alors, ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a une augmentation des asthmates qui déclarent une sous-activité. Et dans le même temps, comparativement à 2023, on a un accompagnement qui diminue au niveau de nos relais par rapport à ces professionnels-là. Donc, on a 8% des asthmates actifs qui ont signalé une sous-activité. Donc, on a une très forte augmentation par rapport à ce qu'on avait vu en 2023. On a une diminution de la proportion des asthmates ayant bénéficié d'un accompagnement du relais. Parmi ceux ayant signalé leur sous-activité, on a 61% des asthmates qui ont bénéficié d'un accompagnement contre 87% en 2023 et un accompagnement à l'insertion professionnelle qui est moins développé qu'au niveau national. En Loire-Atlantique, on est en retrait sur les actions liées au retour à l'activité, telles que l'aide au CV, la préparation aux entretiens, l'orientation vers la formation, l'organisation de rencontres et de partenariats avec les acteurs de l'emploi. Alors, je ne sais pas, du coup, incroyable la différence entre c'était avant. Pardon, je n'ai pas pu. Oui, bah, non, mais c'est une réalité. Après, ça peut être lié aussi au fait qu'on a beaucoup d'assistantes madame sur le département, mais en tout cas, il a travaillé sur ce sujet. Donc, un accompagnement des relais à la création de MAMS centré sur l'analyse des besoins du territoire. Donc, le RPE notamment met en place des actions variées. Ça peut être la mise en relation avec les élus d'une commune, la mise en relation des assistantes maternelles entre elles, voire le prêt de matériel pédagogique et éducatif, etc. Le montage du dossier PIAGE au nom de la collectivité. En fait, voilà, dans les réponses qu'on a pu avoir, il y a plusieurs possibilités. Et notamment, enfin, c'est aussi en lien au fait que la CAF, nous, on oblige le territoire à s'impliquer, et notamment les relais, dans la création de maisons d'assistance maternelle, parce que pour pouvoir bénéficier notamment d'un soutien dans le cadre de l'investissement, ce qu'on appelle le dossier PIAGE, là, il faut que le relais ait un accompagnement. On ne donne pas de précision sur le niveau d'accompagnement. En tout cas, toutes les actions qui peuvent être portées par le relais contribuent à l'accompagnement. Et donc, il y a 73% des relais
qui ont des assistantes maternelles qui exercent en MAM et qui fréquentent les ateliers d'éveil, et alors qu'on en a 36% au niveau national. C'est aussi qu'on est sur un département avec beaucoup de MAM. Et là, dans le graphique qui est présenté, donc on a le nombre de relais ayant accompagné des projets de création de MAM. On en a une dizaine neuf en 2024. Et on a eu 22 projets de création de MAM qui ont été accompagnés. Mais les réalités peuvent être différentes sur les territoires, clairement. C'est toi. Sur les actions de promotion de l'accueil individuel, donc on a 70% des relais de Loire-Atlantique qui ont mené des actions de promotion en direction des parents, contre 68% au niveau national, et 62% des relais qui ont mené des actions de promotion du métier en direction de futurs potentiels professionnels ASMAT, contre 64% au niveau national. Donc sur la droite, j'ai listé des exemples d'actions qui pouvaient être proposées. Donc la présentation des ateliers en images pour donner à voir le contenu des ateliers, des expositions photos montrant le quotidien des ASMAT du territoire, la rédaction d'articles dans un magazine municipal, des forums, la présence lors de forums pour présenter le relais et les missions aux professionnels de l'accueil individuel, des posts sur les réseaux sociaux sur le métier d'ASMAT, des forums petite enfance, de la participation du groupe d'ASMAT promotion du métier à un COPIL CTG, d'organisation de manifestations en soirée, fêtes, journées ASMAT, des lettres d'infos trimestrielles qui sont adressées aux ASMAT et aux familles, l'envoi de la charte d'accueil pour de bonnes relations parents ASMAT lors de la demande de liste, des passerelles faites entre les ASMAT et les écoles maternelles, des matinées d'éveil en porte ouverte à destination des familles, des matinées d'éveil en co-animation avec l'espace de vie sociale, la création d'un film sur le métier d'ASMAT et l'accueil individuel, et la création d'un livret famille qui est remis lors des rendez-vous. Donc, sur les actions, enfin les promotions renforcées de l'accueil individuel, donc là, on a majoritairement le nombre de relais ayant atteint la mission de promotion renforcée de l'accueil individuel, c'est à 43%, donc c'est en majorité. Et puis après, en second, on a la mission guichet unique, d'où la question de travailler sur les définitions. Et puis la troisième, la plus petite, c'est les missions analyse de la pratique, mais qui, enfin, on le soulignait tout à l'heure, c'est quand même en développement. C'était pour vous donner à voir quelle répartition on avait au niveau de nos relais sur les missions renforcées aujourd'hui. Il faut garder en tête que c'est les missions renforcées sur lesquelles les relais ont été évalués et non sur l'ensemble des missions sur lesquelles les relais sont investis. On peut avoir des relais qui peuvent être investis sur 2 ou 3 missions et pas forcément qu'une seule. Donc, ça ne donne pas à voir toutes les missions sur lesquelles tout le monde est investi. Et donc, il y a une question, mais pour l'instant, non. Ah non, ce n'est pas prévu qu'il y ait de changement sur les missions renforcées pour l'instant. Donc la CAF reste quand même le principal financeur des relais petite enfance avec 68% des financements en moyenne. Ça, c'est au niveau départemental. Mais... Oui. Ouais. Oui. Ce qui est forcément plus important parce qu'on a une politique particulière sur nos fonds locaux. Donc ça représente une moyenne de 49 303 € par ETP en 2024. Après, le graphique qui présente les différentes répartitions, donc le financement principal, il est sur la prestation de service, donc ce que peut toucher tous les relais au niveau national. Les missions renforcées, pareil, et puis par contre, on voit bien, on a aussi des financements sur fonds locaux qui peuvent aller jusqu'à 7 200 € par ETP, qui sont presque une exception au niveau national. Et puis oui, en commentaire, en fait, le fait qu'on ne peut pas aller au-delà de 80% de financement CAF. Ça représente très peu de relais qui sont concernés, mais pour autant, on en a quelques-uns quand même, où on est au maximum du financement. Alors, sur les prochains enjeux,
Donc, développer les informations collectives en direction des professionnels, notamment sur les sujets récurrents des asthmates. Donc, pourquoi pas tester des temps d'échange en visio sur les temps de sieste, comme on l'évoquait tout à l'heure. Poursuivre le développement des ateliers d'éveil avec l'objectif de permettre aux asthmates de fréquenter le plus fréquemment les ateliers d'éveil. Pour rappel, 30% des asthmates peuvent fréquenter les ateliers une fois par semaine contre 70% en France et proposer un accompagnement aux asthmates qui signalent une sous-activité. Donc ça, c'était pour vous présenter en fait le bilan d'activité 2024. Et on va passer à la deuxième partie en fait de la visio. Alors, je vois la question de Marie-Noël. On va aller beaucoup plus vite parce que le questionnaire, il y a très peu de changements par rapport à l'édition dernière. Vous allez voir, il n'y a qu'une seule question qui a été supprimée et le reste, c'est identique. La campagne, elle est le calendrier de campagne, il est un petit peu raccourci, mais de pas beaucoup. Donc, c'est peu impactant pour nous, en tout cas, sur la campagne 2026. Alors, rapidement, sur les principales évolutions, vous allez la voir. Donc, on a cette question-là sur le nombre de contacts reçus de familles en 2024 qui a été supprimé parce qu'on avait à la fois le nombre de contacts reçus de familles en 2024 qui étaient demandés concernant les demandes d'information sur la recherche d'un mode d'accueil, mais on avait aussi le nombre de demandes formulées par les familles au RPE concernant la recherche d'un mode d'accueil. Et donc, du coup, c'était assez proche, en fait, sur les formulations. Et donc, c'était sujet à apporter de la confusion. Donc, la première question est supprimée et la deuxième, sur le nombre de demandes formulées, elle est conservée. Il y a d'ajouter sur le petit encadré en vert le nombre de contacts reçus de famille en 2024 concernant le rôle d'employeur, les démarches à faire et le contrat de travail. Alors là, c'est mis 2024, mais bien sûr, c'est 2025. Donc là, il s'agit de tous les contacts où le rôle de particulier employeur est abordé, y compris au stade de la recherche d'un mode d'accueil. Bah, Il y avait une remarque où... Alors, ah oui, sur le fait que oui, si on a à la fois une demande peut-être sur recherche d'un mode d'accueil et puis concernant le rôle de l'employeur, c'était ça, est-ce qu'on peut comptabiliser deux fois ou une demande peut générer plusieurs contacts dans le fait. Les contacts sont plus représentatifs de l'activité de La question exacte, c'était est-ce qu'on le compte deux fois ou est-ce que Marie-Noël? Ouais. Non, en fait, c'est parce que vous avez le nombre de contacts a été supprimé. Ouais. Tu peux avoir une famille qui vient faire une demande sur une recherche de mode d'accueil et qui va revenir à plusieurs reprises. Bah, on le Et compte aujourd'hui, plusieurs fois, ouais. Nombre de demandes, elle est complètement représentative de l'activité du relais qui peut avoir pour un même traitement d'une Oui, en fait, demande 3, 4 contacts avec la famille. ouais, ta question, c'est que toi, au niveau demande, C'est en pas fait, une question, hein, c'est un constat. ouais, C'est le constat que la CNAF a enlevé la bonne question. peut-être. En fait, c'est que la demande, elle peut être traitée en trois fois. Hein, ça peut générer trois contacts ou trois rencontres différentes. Bon, dans l'idée, c'est que faut considérer que demande, ça vaut temps différent ou contacts différents. Et encore, Non, non, même pas. bah non, parce que si une famille qui sollicite le relais, Là, trois fois, ça veut dire qu'elle vient trois fois. ouais, Donc, il faut le compter trois fois. il faut le compter 3 fois. Et ce qui n'est pas forcément, ouais. Oui, et il me semble que je l'ai remis plus loin, mais on va le revoir après, du coup. Mais si dans l'entretien, il y a deux sujets différents, je crois qu'on compte deux fois. Ouais, il y a des chances. Mais ça va être détaillé après précisément. Oui, C'est pour ça que parfois, il y a des données qu'on exploite moins que d'autres. Ben oui. Voilà, pour être Alors, transparent. on va essayer de passer un peu plus rapidement maintenant sur le questionnaire. Donc ça, c'est la même page que les années
que les années précédentes. Ce qui est rappelé, c'est que la saisie dans le questionnaire, c'est complémentaire à la déclaration que vous faites sous AFAS et qu'il y a déjà une première partie qui est pré-remplie en fait par la CNAF. Donc tout ce qui est grisé en principe, quand vous allez recevoir le lien de votre questionnaire, ces éléments-là sont déjà complétés. Donc si jamais il y a des erreurs, il faut se rapprocher en fait. On vous a remis l'adresse de cette adresse mail-là pour pouvoir faire les modifications sur votre questionnaire. Ce qui est important de vérifier, ça va être ensuite les données de votre territoire. Alors, en parlant de ça, j'ai fait l'erreur pour vous renvoyer hier le lien du questionnaire. J'ai remis le premier mail initial dans lequel il y avait le mauvais fichier des indicateurs. Donc, prenez bien le dernier que je vous avais envoyé le 13 février à 14h52. Mais dans le doute, je vais le renvoyer à tout le monde tout à l'heure pour être sûr que tout le monde prenne bien le bon fichier avec les bons indicateurs. Là, enfin, il y a quelques questions sur la comptabilisation, oui, des contacts ou de la typologie, enfin, des demandes Oui. faites avec ce que vous avez. De toute façon, oui, si finalement dans vos logiciels vous enregistrez, vous mettez le motif principal, bah, ce sera ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des données qu'on exploitera moins parce qu'elles ne représentent pas forcément la réalité, mais tant pis, enfin, faites au mieux. C'est Oui, il faut faire au mieux, ça c'est sûr. Ouais. Donc la liste des communes, elle sera pré-remplie aussi. Donc c'est quelque chose qui est à vérifier et qui est à compléter sous AFAS pour être sûr qu'il y a bien toutes les communes que vous couvrez au niveau de votre relais. Voilà, il n'y a pas de changement hein, sur ces éléments-là, sur la question d'itinérance, sur les MAM que vous accompagnez. Sur le nombre de MAM en activité, bah, ça, vous retrouvez ça dans le fichier que je vous ai adressé. Vous m'alertez hein, si jamais il y a des choses qui sont compliquées pour vous. Donc ça, c'est toujours un champ libre hein, que vous pouvez investir selon votre souhait pour mettre du relief sur l'activité au niveau de votre relais. Donc là, on peut voir justement sur le nombre d'heures d'ouverture par jour pour une semaine type pour un relais. Donc Marie-Noëlle, par rapport à ta question de tout à l'heure, c'est avec ces éléments-là on pourra répondre à ta question. Voilà, je passe un peu vite, pardon. Là, on a la répartition au niveau des ETP, des animateurs de relais, avec pour combien d'ETP en EJE, travailleurs sociaux, etc. Donc, il faut que ça tombe pile poil sur le nombre d'ETP déclarés dans AFAS. Excusez-moi. Oui. Pardon, sur la diapo précédente, je continue à mettre mes chargés d'accueil sur autres fonctions, autres qualifications. Non, parce que là, on n'est que sur les animateurs de relais. C'est peut-être sur une autre page où on. Et je sais même pas, peut-être que maintenant il n'y a même plus. Oui, je sais pas. Avant, il y avait. Il y avait avant. Non, je crois que là, il n'y a pas. Attends, je avance dans l'autre sens. Du coup, les animateurs. C'est plutôt le personnel qui est financé au titre du relais, enfin en animation. Oui. Donc, mais par contre, en commentaire, ça vaut le coup de le préciser s'il y a une zone libre. Oui, à chaque fois, à la fin de chaque partie, de toute façon, il y a une zone libre, donc tu pourrais le préciser à cet endroit-là. Mais effectivement, tu vois, je passe vite, mais je ne vois plus. Non. Il y a Ok, plus... bah, je le mettrai en zone. Ouais, Oui, parce que c'est vrai qu'on le demandait avant et on l'a plus, cette donnée-là. Oui. Et elle est importante parce que même à notre niveau, on aurait besoin d'avoir une vision assez claire de est-ce que vous avez d'autres postes, notamment secrétaire ou chargé d'accueil. Enfin, voilà, si vous avez des fonctions raccrochées au relais mais qui ne sont pas valorisées en tant que dans l'animation, enfin, faudrait nous en faire part. Parce que... Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que des fois, moi, quand j'échange avec des relais, on me pose cette question-là de savoir s'il y a d'autres relais qui sont organisés aussi avec cette fonction d'accueil qui n'est pas forcément toujours portée exclusivement par l'animateur de relais. Donc, de pouvoir avoir cette trace-là, ça peut être intéressant. Donc là, on est sur la diapo sur les formations, en fait, suivies par l'ensemble des animateurs. Et donc là, les journées pédagogiques, elles peuvent être valorisées dans la rubrique autres.
Bon, là, on est sur le pilotage. Il n'y a pas de difficulté. Là, je rappelle juste que sur le territoire, on a tous les relais qui sont couverts par une CTG. Donc, on est tous censés cocher oui sur ce point-là dans le questionnaire. Bon, là, c'est vos partenariats. Ouais, tu vois, Marie-Noël, là, la communication sur les réseaux sociaux, c'était juste une coche, hein. C'est pas détaillé, en fait, sur quel type de réseau Et bon, on a vous vu que c'était communiquez. Facebook, Ouais. éventuellement Instagram pour un des Mm. relais. Mais... Informer les familles, donc les différents types de rendez-vous que vous proposez, en fait, sur votre relais. Bon, là, il n'y avait pas de difficulté particulière. Et donc là, sur cette partie grisée, c'est quelque chose qui va être rapatrié une fois que vous aurez fait votre déclaration à face. Donc, c'est quand on va générer le questionnaire définitif. Une fois que vous l'avez validé, que la CAF elle a validé votre questionnaire et que votre déclaration réelle sous AFAS a été faite, cette partie-là se complétera et donc la CAF vous renverra votre questionnaire finalisé avec ces éléments complétés. Sur la mission d'accompagnement des professionnels, non, des familles, pardon, le recours à un professionnel. Donc là, il s'agit de comptabiliser toutes les demandes des familles. Si une famille a plusieurs demandes, il faut compter toutes ces demandes et indiquer parmi celles-ci celles qui sont des demandes spécifiques. Et donc, si une famille appelle pour un rendez-vous dans le cadre d'une recherche, puis envoie un mail, dans ce même cadre, cela compte pour 2 contacts. On entend les réactions. Après, là encore, vous faites avec les outils à disposition et au mieux. Accompagner les parents dans l'appropriation de leur rôle de particulier employeur. Donc là, comment compter le nombre de contacts reçus? Une même famille appelle pour prendre rendez-vous, vient en rendez-vous et demande la liste des asthmates. Bah là, il faut compter tous les contacts en fait reçus sur l'année, quoi. Vraiment, c'est là l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier ouais, toutes les sollicitations que vous avez eues par cette même famille. Et donc, la précision qui a été apportée, c'est si au cours d'un même entretien, la famille elle demande la liste des asthmates, plus des infos sur le rôle de parent-employeur, il faut compter 2 contacts. La fréquentation du relais par les familles, donc là toujours des informations en grisé qui seront rapatriées d'AFAS. Et de quel ETP parle-t-on? Oui, ce sont les ETP déclarés sous AFAS. De toute façon, c'est toujours notre base de référence, en fait. C'est les ETP réels qui ont travaillé sur l'année 2025. Alors, pour 2025, on ne fonctionnait pas comme ça pour le comptage des contacts, mais on sera... Bah oui. Oui, c'est sûr que ce sera sûrement imparfait pour Ouais. cette année, parce que du coup, comme cette règle, elle change, je suis assez d'accord. Et donc là, la parole est à vous. Donc là, vous pouvez valoriser des choses, donc à la fois des actions, des nouvelles actions que vous avez développées auprès des familles, et puis certains aspects que vous souhaitez mettre en relief sur cette partie-là. Donc c'est là où il y a possibilité voilà, de personnaliser vos réponses. L'info et l'accompagnement des professionnels. Donc là, on vous demande par rapport aux gardes à domicile, comme on ne connaît pas forcément bien l'offre, de pouvoir vous estimer le nombre de professionnels que vous avez accompagnés, si vous avez l'info. Donc là, toujours pas de changement hein, sur le travail réalisé pour informer soit en entretien individuel, soit en réunion collective sur les différents items classiques. Là, donc, ce qu'on voyait tout à l'heure, ce qui ressortait le plus, c'était le droit du travail et le fonctionnement du RPE.
Informer les professionnels et leur proposer des temps d'échange et d'écoute, donc là, en direction des MAM et des gardes à domicile. Informer sur les démarches sur monenfant.fr. Et puis, si vous avez organisé des événements ponctuels sur l'année. Accompagner la professionnalisation et l'amélioration continue des pratiques. Donc là, on est sur la mise en œuvre des ateliers d'éveil, où on va pouvoir identifier le nombre d'ateliers d'éveil en présence d'enfants et le temps que vous y consacrez. Donc, on peut voir quand est-ce que vous les mettez en place, à quelle fréquence les asthmates elles peuvent fréquenter, si les MAM ont fréquenté ou non les ateliers. Et là, encore une fois, des données rapatriées de AFAS. Accompagner le parcours de formation des professionnels. Je passe vite parce que je crois que là-dessus, de toute façon, il n'y a pas vraiment de difficulté. Là, on est sur la mission analyse de la pratique que vous allez compléter sous AFAS qui sera rapatriée ici. Et la sous-activité au niveau des relais. Le nombre de professionnels qui ont signalé une sous-activité en 2025. L'accompagnement en création de projets de MAM. Et ce que vous avez mis en place pour promouvoir l'accueil individuel et le métier d'assistant maternel sur votre territoire. Toujours les données d'AFAS qui seront rapatriées sur la mission renforcée promotion du métier. Et là, du coup, on est sur un peu la slide synthèse des principaux éléments d'activité du relais en macro. Donc là, on avait bien rappelé qu'il faut comptabiliser que les asthmates de votre territoire pour éviter que le pourcentage il dépasse les 100%. Parce que des fois, il y a eu des petites erreurs sur les données qu'on pouvait récupérer. Et proportion d'asthmates du territoire ayant participé aux activités du RPE au moins une fois en 2025. Pourquoi j'ai la garde à domicile qui apparaît ici? Non, c'est en dessous. Il y a une erreur de mise en page, pardon. Je le vois là, mais il va falloir que je le remette. C'est ici que ça doit apparaître, ce commentaire. Et là, la parole est à vous pour pouvoir préciser des choses que vous avez mis en place. Et donc, la dernière fois, on avait mis de préciser pour l'analyse de la pratique. Donc là, vous pouvez le compléter, mais après, on fera vraiment un formulaire officiel pour pouvoir régler la question des fonds locaux pour les années à venir. Est-ce qu'il y a une question à ce Oui. propos-là? Il y a une première question, mais peut-être on pourra y répondre. Enfin, notamment Arpeda, est-ce que ça va être potentiellement une mission renforcée? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Potentiellement, ça pourrait à terme le devenir, mais pour l'instant, on est quand même aux prémices des travaux. Dans le rétro-planning qu'a fixé la CNAF, c'est que là, le cahier des charges, il devrait être rédigé d'ici l'été. Après, il y aurait des relais qui pourraient expérimenter cette nouvelle forme. Et ensuite, si c'est validé, s'il n'y a pas de correction à procéder, ça pourrait sortir dans un référentiel ensuite, mais je pense que c'est pas avant fin 2027, si jamais il y a quelque chose qui sort. En tout cas, si ça, comment dire, si c'est inclus dans le nouveau référentiel, ce sera en mission renforcée, donc il n'y aura rien d'obligatoire. Il y a une question sur les chiffres qu'ils vont déclarer là sur le bilan Oui. 2025. Est-ce que ce sera ça qui va servir pour calculer les fonds locaux 2027? Sur les fonds locaux, en fait, les fonds locaux, ils interviennent à compter du 1er janvier 2026. Donc, ça va être sur votre activité 2026. Donc, l'activité 2025, elle ne va pas encore impacter votre droit fonds locaux. Je dis pas de bêtises, hein, j'ai toujours un doute à chaque fois quand il me semble que c'est ça. Et puis, comme le disait Alexandra, on fera un questionnaire spécifique, notamment sur l'analyse de la pratique et sur des éléments. Après, on vous encourage à remplir de façon la plus précise
possible le questionnaire, mais en sachant qu'on voit bien qu'il y a des éléments qui sont plus compliqués Que d'autres. Oui, que oui, d'autres. complètement. C'est indicatif, hein. Et globalement, sur les fonds locaux, on retient des données qui sont plus faciles aussi. Le nombre de jours d'ouverture, c'est quand même des données qui sont fiables Oui. et moins interprétables. Alors, une fois que vous arrivez à la fin de votre questionnaire, donc là, vous pensez à imprimer votre questionnaire et après à l'enregistrer pour que, du coup, après le questionnaire, il parte à côté CAF pour que nous, on puisse procéder à sa validation. Et donc, sur le calendrier, c'est ce que je vous disais, le calendrier il a été un petit peu raccourci cette année, puisque la campagne, elle va commencer donc, du début avril jusqu'au 15 mai. La date butoir pour compléter le questionnaire, c'est le 15 mai, alors que les années passées, c'était le 31 mai. Votre déclaration à face, elle est à faire jusqu'au 30 mai 2026. Et après, entre le 15 mai et le 15 septembre, c'est côté CAF où il y aura la vérification de vos données sous AFAS et la validation de votre questionnaire. Et ensuite, on vous renverra votre questionnaire finalisé. Il y a une question, c'est une première déclaration ou trouver le questionnaire. Oui. Je ne le trouve pas dans la liste des déclarations à faire sur mon profil AFAS. Oui. Alors en fait, on va vous envoyer un mail. C'est un mail qui est personnalisé pour chacun des relais parce que vous avez tous un lien qui vous est propre pour pouvoir compléter ce questionnaire. Vous pouvez compléter ce questionnaire en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez fait des saisies, ça reste enregistré en fait sur le questionnaire. Donc quand vous vous reconnectez la fois suivante, ça reste, les données que vous avez saisies avant, elles restent complétées. Et il est recommandé de faire la saisie sur un ordinateur et pas sur une tablette, par exemple. Et par rapport à la AFAS, en fait, c'est en dehors d'AFAS. C'est un questionnaire Oui. qui est via Sphinx en dehors de Oui, c'est ça. C'est un questionnaire Sphinx, un lien Sphinx, en fait. Donc, on va vous envoyer un mail dans lequel vous aurez votre lien pour compléter votre questionnaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on envoie le questionnaire? Eh ben, quand j'aurai les liens. J'ai regardé ce matin, j'avais toujours pas les liens. C'est la CNAF qui nous les édite. Donc, on ne devrait pas tarder en fait à les recevoir là. Donc, d'ici début de semaine prochaine, je pense que vous allez recevoir le mail. Et le modèle en version PDF Il sera dans le mail aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir le PDF, tout à fait. Il y aura le lien vers le replay de notre vidéo aujourd'hui, avec le support de présentation et puis le questionnaire vierge. Est-ce qu'on peut le recevoir en version imprimable? Oui, bon, Oui, c'est ça. C'est ça. oui, pardon. Je suis désolé. C'était l'interprétation. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Non, c'est tout bon pour vous? Alors, je profite de la réunion là pour rappeler ce qui avait été mis dans le compte-rendu du dernier comité d'animation où cette année, je vais organiser 3 réunions. Alors, au début, j'avais dit en infradépartemental, mais avec le comité d'animation, on s'est dit que c'était plus intéressant s'il y avait un représentant de chacun des groupes Armo qui pouvait participer à ces temps-là. Donc, du coup, ces réunions-là, elles auront lieu sur Nantes. Elles vont commencer en mai. Et donc, du coup, avant de faire ces réunions-là, je vais organiser une première réunion avec l'ensemble des gestionnaires en visio. Donc, ça va être le 12 mai, début d'après-midi, pour les informer sur ce projet et comment ces réunions, elles vont être animées. Le thème qui avait été choisi par les animateurs, c'est le bien-être des animateurs de relais. Donc, je vais travailler la trame d'animation en fait, de ces séances-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des réactions ou c'est tout bon pour vous? Non, c'est tout bon. Bon, bah parfait. Parfait. Eh ben, on va vous souhaiter une bonne après-midi et un grand merci pour votre présence. À bientôt. Au revoir.